Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. Donc, comme vous voyez, webinaire de présentation de la nouvelle étude de CartoNG qui s'intitule donc Au-delà des chiffres, concilier innovation, éthique et impact. Donc, bienvenue à tout le monde. Comme vous le savez certainement, je ne travaille pas pour le CartoNG, je travaille pour le groupe URD. Et donc, CartoNG nous a gentiment proposé de co-animer ce webinaire de lancement. Donc, je serai en co-animation avec CartoNG et vous allez voir un petit peu les intervenants qui vont vous être présentés par la suite. Je vous demanderai juste, avant de démarrer, de bien vouloir couper vos micros. Vous pourrez éventuellement prendre la parole ou poser des questions quand vous le souhaitez en levant la main ou bien en utilisant le chat. Et on gardera un œil sur les questions pour y répondre tout au long de la présentation ou bien sur la fin où on aura un temps dédié pour ça. Merci en tout cas de votre participation. Alors rapidement, la structure de cette présentation, donc on va se présenter, en tout cas les personnes qui vont prendre la parole sur ce webinaire d'1 heure et demie. Et puis après, on aura un temps pour vous présenter un petit peu les contours de l'étude et par la suite rentrer dans le détail de certains sujets qui ont été abordés dans le cadre de cette étude. Donc vous pourrez le découvrir en parcourant le document et on va faire différents focus thématiques sur des sujets prioritaires d'intérêt sur la question de la gestion des données pour arriver sur un temps vers la fin du webinaire de questions-réponses. Donc on essaiera de garder une trentaine de minutes pour avoir des échanges et répondre aux questions des participants avant de vous présenter donc quelques conclusions et les prochaines étapes suite à la diffusion de cette étude. Voilà. Et donc les intervenants, aujourd'hui, donc il y a 3 personnes qui vont se relayer pour prendre la parole. Donc tout d'abord, je me présente, Charlie Pierluigi, donc je suis chargé de recherche, évaluation et formation au groupe URD je travaille là-bas en tant que référent qualité et redevabilité. Donc je travaille précisément sur toutes les questions liées à la qualité des interventions et à la redevabilité aux populations. Et c'est pour cette raison-là du coup que je participe à ce webinaire et que j'ai accepté la co-animation puisque c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement au groupe URD, qui touche de près à la qualité voilà, et dont on discute depuis pas mal de temps dans le cadre de nos travaux. Donc il y a un vrai lien avec la gestion des données, programme. Voilà, donc je suis très content de participer à ce webinaire aujourd'hui. Et avec moi, donc, il y aura Pauline Michavilla et Martin Noblecourt que je vais laisser du coup se présenter. Merci beaucoup Charlie. Je suis très contente d'être avec vous. Ravie qu'on ait enfin pu finaliser cette étude et pouvoir la présenter à vous aujourd'hui. Je vais essayer de parler du mieux possible, mais j'ai la voix un petit peu cassée, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. Donc moi c'est Pauline Michavilla, je suis co-directrice générale à CartoNG. Et juste pour 2 mots pour les personnes qui ne connaissent pas ou assez peu CartoNG, donc nous on est bien une ONG de support et on vient en soutien à d'autres acteurs humanitaires ou de développement, que ce soit des ONG internationales, des agences des Nations Unies, ça peut être également des représentations de l'État, des ministères, etc. Et puis bien sûr des ONG aussi nationales ou locales. Et on vient en soutien sur tout le cycle de la donnée et sur la gestion de l'information. Donc on a une spécialité notamment sur tout ce qui est appui cartographique et les SIG, donc les systèmes d'information géographique, mais ça va bien au-delà aussi avec des données non géographiques et l'appui justement des acteurs dès les premières étapes de la collecte des données jusqu'à le traitement de ces données et évidemment après la visualisation et l'analyse de ces données-là pour les aider à prendre les meilleures décisions possibles et les aider justement à suivre leur impact et la qualité de leur intervention, comme le disait tout à l'heure Charlie. C'est vraiment important pour nous justement d'aider ceux qui font à le faire correctement et avoir les bons outils pour pouvoir le faire. Et donc Martin Noblecourt, donc moi maintenant je suis chargé de recherche et de fundraising à CartoNG. Après un background assez long sur différents aspects, notamment de cartographie participative. Donc, à ce titre, je suis un des 2 co-rédacteurs principaux de l'étude avec Mev de France qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est en congé maternité et qui aurait, je suis sûr, adoré être parmi nous. Et donc, on a été les 2 principaux à travailler sur l'étude, mais avec le soutien évidemment de l'ensemble de l'équipe de CartoNG et d'un certain nombre de partenaires qu'on va d'ailleurs citer un peu au fil de l'eau en présentant l'étude.
Merci beaucoup et j'en profite du coup pour rapidement introduire le groupe URD aussi et expliquer en quoi on a été lié à cette étude. Donc le groupe URD, un peu comme CartoNG, c'est une organisation donc, qui a été créée il y a 30 ans qui travaille à l'accompagnement des acteurs du secteur de l'aide internationale, principalement pour de l'analyse de pratiques et puis de l'amélioration continue. Donc on propose voilà, un paquet d'activités assez variées allant des formations aux accompagnements organisationnels, des études, des recherches, de la création d'outils, etc. Donc on est vraiment en appui aux acteurs du secteur, comme le fait CartoNG, sur différents aspects, dont notamment la qualité et la redevabilité, donc un lien très proche avec la gestion des données programmes. Voilà. Et donc pour démarrer l'introduction de cette étude, je vais passer la parole à Pauline Michavila qui va nous parler un petit peu des contours de cette étude, la méthodologie qui a été choisie et puis de ce qu'on peut y trouver dans les grandes lignes avant de rentrer dans les focus thématiques. Merci Charlie. Donc déjà, juste pour poser un petit peu le contexte, et pour ceux qui connaîtraient un peu moins CartoNG, et notamment le projet dans lequel cette étude se situe, ça fait partie d'un projet qui s'intitule Renforcement des pratiques des ONG en gestion des données programmes, qui est un projet soutenu par l'Agence française de développement. Et là, on rentre déjà depuis plusieurs mois, mais dans une phase 2. Donc, on sera sur la 4e année là, du projet. Et cette phase 2 va s'étaler jusqu'à fin 2026. Et ce projet, justement, soutenu par l'Agence française de développement, vise à renforcer le secteur dans sa globalité, notamment les ONG francophones, que ce soit des ONG internationales ou des ONG locales ou nationales d'ailleurs, et pour les aider à se structurer, à se professionnaliser autour du champ de la gestion des données programmes. Donc ça va vers de la diffusion de contenu, vers de l'évaluation d'outils via des benchmarks qui sont mis à disposition évidemment au niveau du secteur. Donc on publie par exemple régulièrement des nouveaux contenus et on a aussi un portail où on permet justement de diffuser toutes ces ressources. Et au sein de ce portail, vous trouverez un coin d'apprentissage où il y a régulièrement des nouvelles boîtes à outils, par exemple des nouveaux contenus pédagogiques qui sont mis à disposition pour de l'auto-formation, justement pour que chaque organisation, ses acteurs, que ce soit sur le terrain ou au siège, puissent justement renforcer ses compétences et puis se tenir informés aussi des évolutions du secteur qui, notamment au niveau des nouvelles technologies, avance très vite. Donc pourquoi on a fait cette étude et pourquoi on la sort aujourd'hui? Il y a déjà eu une première étude qui a été faite en 2020 qui s'appelait justement les données programmes, le nouvel Eldorado de la solidarité internationale, qui posait cette question. Et aujourd'hui, on est en 2024, fin 2024, et on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Évidemment, le secteur s'est structuré, on va le voir après, mais il y a aussi des nouvelles technologies qui nous interrogent tous. Évidemment, on parle de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres technologies ou d'autres solutions qui nous interrogent et qui font partie de nos pratiques aujourd'hui, ou nos pratiques en tout cas de demain. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette étude pour voir un petit peu quel a été le chemin parcouru entre les ONG francophones en 2020 et aujourd'hui, et puis quels sont les défis qui restent à relever aujourd'hui et puis dans le futur. Donc c'est les questions qu'on va essayer de répondre dans le cadre de cette étude. Donc une étude, ça a toujours évidemment des limites et des biais du fait du champ hyper large de cette étude, puisque quand on parle déjà même d'ONG francophones, que ce soit local, national ou international, il y en a des milliers, voire des millions. Et donc, évidemment, la notion de la représentativité était un enjeu fort pour nous. On a voulu quand même l'élargir aussi à des ONG anglophones pour pouvoir comparer aussi. On sait qu'il y a parfois des différences entre le milieu plutôt francophone, notamment sur tout ce qui est nouvelles technologies, gestion de l'information et plus globalement aussi la culture des données. Donc c'était intéressant aussi de l'explorer dans le cadre de l'étude et on va en parler un petit peu dans le cadre des résultats ensuite. Donc en termes de méthodologie, on est allé chercher ces informations-là auprès de différentes sources de données. Donc, il y a eu une grosse revue de littérature avec plus d'une centaine de documents qui ont été réalisés par d'autres acteurs, que ce soit similaires à Edge2Edge, similaires à CartoNG, pardon, c'est-à-dire d'autres acteurs Edge2Edge, donc d'autres acteurs de support, mais aussi des ONG qui ont publié différentes ressources. Donc ça a été la première pierre et qui nous a permis ensuite aussi de faire une enquête en ligne qu'on a essayé de diffuser le plus largement possible. Donc on a eu un peu plus d'une soixantaine de répondants
qui correspondait à environ 54 organisations différentes, dont 35 internationales et 27 locales ou nationales. Donc quand on parlera ici d'ailleurs d'ONG locales, on entend aussi ONG nationales, et plus pour des raisons de visibilité et de facilité de lecture, on n'a mentionné que local, mais c'est vraiment national et local qu'on entend ici. Et puis ensuite, on a évidemment poursuivi par des entretiens semi-directifs, aussi pour capter de la matière et des données plutôt qualitatives, que ce soit en termes de perception, etc. Donc il y a 18 entretiens qui ont été menés. Et enfin, on a aussi réalisé des ateliers d'échange plutôt collectifs, un peu type focus group, ça parlera à certains. Donc là, avec un peu plus de 78 participants qui représentaient à eux 23 organisations. Les biais là-dedans, c'est que notamment sur la partie entretien et sur les parties ateliers d'échange, on a eu malheureusement moins d'ONG locales ou nationales représentées, qui ont par ailleurs quand même été assez importantes à répondre, et je les en remercie. Donc on a environ 44% par exemple de personnes qui ont répondu à l'enquête qui travaillent pour des ONG nationales ou locales. En revanche, au niveau des entretiens et des ateliers, ça a été moins représentatif. Et donc là, ça ressemble, les données qualitatives vont permettre aussi de plus parler pour des ONG internationales ou plus pour le secteur, notamment côté organisation de support, par exemple. Ensuite, donc, en termes de ce qu'on a pu trouver dans l'étude, je vais essayer d'aller vite pour garder du temps sur le cœur de l'étude, mais on s'est posé la question, les données, pourquoi et pour qui? Et ce qui est sûr, c'est que entre notamment 2020, c'était déjà ressorti dans notre étude, mais d'autant plus aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion du volume de données produites. Donc juste un chiffre qui parle peut-être un peu pour certains, mais entre 2013 et 2025, on est passé de 4,4 gigaoctets à 175. Donc en fait, bon, juste en termes de pourcentage, c'est un peu ridicule, mais ça parle de 3800% en plus. Donc en l'espace d'à peu près une décennie, une vingtaine d'années, pardon. Non, une décennie, oui. On a explosé en termes de volume de données. Et c'est aussi d'ailleurs sur quoi se base l'IA aujourd'hui. Et donc ça questionne aussi sur la qualité de ces données, etc. On va en parler juste après. En revanche, même si on collecte de plus en plus de données, qu'on utilise aussi davantage de données secondaires, on le verra ensuite, il n'y a pas de preuves encore solides et tangibles qui permettent de se dire oui, ça permet de meilleures décisions systématiquement. L'usage de ces données permet d'orienter efficacement de nouvelles politiques publiques et l'impact, par exemple, de l'utilisation de ces nouvelles données ou de nouvelles solutions technologiques qui restent aujourd'hui encore assez mitigées finalement. Et enfin, sur la question de l'impact et de pourquoi on collecte ces données, on a interrogé justement dans le cadre de l'enquête les différents partenaires, ou en tout cas différentes organisations. Ce qui ressort majoritairement, et ça doit nous questionner collectivement, mais c'est que la majorité des répondants répondent qu'aujourd'hui, c'est une redevabilité plutôt ascendante, c'est-à-dire qu'on collecte des données pour la redevabilité vis-à-vis des bailleurs. Et même si c'est sûr que c'est important et qu'on doit garantir l'efficacité de l'aide, la question, c'est est-ce que ça devrait être notre motif premier ou est-ce que c'est plutôt la qualité aussi de nos interventions, la redevabilité vis-à-vis des populations vulnérables que l'on aide à travers les différents programmes. Et donc ça a été une première interrogation sortie dans le cadre de l'étude. Ça a été particulièrement le cas, donc on voit que c'est 73% quand même des répondants. Et c'est au total 80% des ONG internationales, notamment, qui ont répondu que c'était davantage pour le reporting buyer, pour une redevabilité plutôt ascendante. Donc ça nous questionne et c'est assez intéressant de le voir aussi en termes de perception aujourd'hui sur pourquoi on le fait. Et après, évidemment, on peut s'interroger sur les biais puisque les personnes qui ont répondu à l'étude sont majoritairement des spécialistes de la gestion de l'information ou des MIL, donc tout ce qui est suivi et évaluation par exemple. Peut-être que si on avait eu accès à des personnes plus orientées programme, que ce soit des coordinateurs médicaux ou des responsables de protection, etc., la réponse aurait été peut-être un peu plus nuancée. Mais en tout cas, c'est quand même déjà un petit peu symptomatique aussi de aujourd'hui pourquoi on le fait. Donc en termes de qualité des données, ce qui est ressorti dans l'étude, c'est qu'on en avait déjà beaucoup parlé en 2020. On pourrait penser un peu naïvement que ce problème est déjà assez réglé
puisqu'il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites, notamment avec la digitalisation des outils de collecte qui permettent aussi de limiter quand même certaines erreurs et d'améliorer la qualité. Mais il y a quand même des biais qui restent importants, et notamment liés à la langue, par exemple, où il y a eu des témoignages, par exemple, de Translator Without Border, qui s'appelle Clear Global aujourd'hui, qui spécifie typiquement que quand on ne prend pas en compte les langues locales, la traduction, que ce soit dans l'anglais ou le français, ou même une langue un peu plus communément parlée comme le Haoussa ou le Swahili, ça gomme justement des nuances qui derrière en fait créent des biais dès le moment de la collecte, et évidemment derrière en termes d'analyse et de prise de décision sur le type d'activité à mener. On le sait, au niveau du genre, par exemple, il y a eu énormément d'avancées, mais il y a toujours des biais qui sont importants. Et c'est important de le soulever parce qu'aujourd'hui, notamment quand on pense à l'intelligence artificielle, on se nourrit de ces données-là. Et donc finalement, on reproduit d'autres biais du fait déjà d'un biais en termes de collecte. Après, ce qui nous a interrogé, ce qui est ressorti de différents partenaires qui ont répondu à l'étude, c'est aussi qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une mutualisation qui est faite depuis déjà pas mal d'années sur les étapes de collecte, notamment avec des multisectorial assessments, donc des diagnostics de besoins multisectoriels qui sont réalisés par plusieurs agences. Ça permet de rationaliser, par exemple, la collecte. Ça permet aussi d'éviter de sursolliciter certaines populations affectées. En revanche, si on ne fait que ça, ça limite aussi le croisement de certaines données et de permettre de recroiser certaines sources et donc aussi d'avoir une qualité des données plus importante. Donc ça, c'est aussi à s'interroger, de batailler aussi vis-à-vis des bailleurs pour maintenir aussi des ressources pour continuer à faire de la collecte et pas systématiquement aussi tout mutualiser pour ne pas avoir justement, en tout cas, limiter certains biais. Ce qui est ressorti de l'étude, et ça c'est plutôt parmi les bons points, c'est quand même qu'on voit qu'il y a entre 2020 et 2024 une nette amélioration en termes de professionnalisation. Et notamment le concept de données programme, qui était finalement assez peu connu, ou en tout cas moyennement connu quand on a fait notre étude en 2020, aujourd'hui est quand même beaucoup plus intégré, beaucoup plus maîtrisé. 88% des répondants, par exemple, disent utiliser ce concept de la gestion des données programmes. Il y a quand même une différence assez intéressante entre plutôt acteurs humanitaires et acteurs plutôt de développement, puisque là, on est plus mitigé. Sur les acteurs de développement, on est qu'à 67%. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement que l'écart qui était plus important entre ONG francophones et ONG anglophones en 2020 s'est nettement réduit avec cette étude. Et donc ça, on voit justement qu'il y a une espèce d'effet de rattrapage au niveau plutôt secteur francophone qui s'est réalisé ces dernières années. Un autre aspect qui est ressorti de l'étude de 2024, c'est que l'utilisation des SIG, donc des systèmes d'information géographique, prend de l'essor. Et aujourd'hui, par exemple, 44% des personnes qui ont répondu à l'étude ont répondu qu'ils l'utilisaient au moins pour un projet, contre 33% en 2020. Et notamment, on le voit sur un des graphiques, mais c'est particulièrement le cas, par exemple, c'est des ONG locales ou nationales. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a différents types d'outils qui sont plus utilisés, notamment à une échelle nationale ou locale, par différents acteurs. Donc, pour continuer sur le champ de la professionnalisation, on voit qu'il y a une croissance de la spécialisation, notamment avec la création de différents parcours, de différents postes dédiés à la gestion de l'information, à la collecte de données, mais aussi par exemple au SIG à un niveau siège plutôt. Tandis qu'au niveau terrain, on est plutôt sur des postes encore largement suivi, évaluation et assez peu de spécificité en termes de gestion de l'information, par exemple, ou tout ce qui va être SIG. Et ça, on le retrouve plutôt, c'est des grosses structures type Médecins sans frontières ou sur notamment les Nations Unies. Et un peu moins, c'est des acteurs de taille un peu plus petite, disons. On voit qu'il y a quand même un contraste important selon les zones d'intervention. Et je crois que c'était Development Initiative qui avait montré qu'il y a des régions dans le monde où notamment le volume d'innovation est beaucoup plus important. On le retrouve notamment en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique de l'Est, alors que c'est un peu moins le cas, par exemple, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, pardon, notamment en termes de nombre de projets
perçus comme innovants ou avec des nouvelles technologies. Est-ce que c'est notamment le lien entre anglophones, francophones? Donc ça, c'est des choses qui nous ont interrogés dans le cadre de l'étude. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on voit notamment en termes de culture numérique, culture de la donnée, ça aussi, ça s'est amélioré entre 2020 et 2024. On le voit sur ce graphique, mais la culture, ce qu'on appelle numérique complète, par exemple, ou même suffisante en termes de perception, encore une fois, était très, 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 très faible en 2020. Donc c'est la partie la plus foncée sur le graphique, alors qu'elle s'est nettement développée en 2024. On n'est pas encore sur une majorité de répondants qui disent que la culture numérique est suffisante, voire très développée, mais on voit qu'il y a une amélioration, et ça reste encourageant. Et un autre champ, donc là on a voulu vous montrer ce schéma-là que vous retrouverez dans l'étude, mais qui montre aussi un petit peu l'évolution, l'histoire de la gestion des données par le prisme de la quantité des données qui étaient produites. Donc ça reste caricatural évidemment puisque ça reste un schéma. On a voulu montrer aussi que à travers l'introduction de différents outils, que ce soit par exemple tout ce qui est collecte de données mobiles, donc ici MDC par exemple, ou l'introduction aussi, que ce soit des SIG, il y a tout un... Et donc aujourd'hui l'IA qui pose question, et on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est sûr que ça nous interroge en termes qu'est-ce que ça va nous apporter dans le futur. Est-ce que ça va permettre de rationaliser par exemple tout ce qui est revue des données secondaires, qui a augmenté évidemment du fait de la collecte des données primaires qui a elle-même aussi largement augmenté au fil des années. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plutôt diminuer la collecte des données primaires parce qu'on va se baser sur tout ce qui est données secondaires et notamment pouvoir mieux les traiter avec l'intelligence artificielle? C'est une question. On va voir un petit peu après dans le cadre de l'étude. Et donc, juste pour terminer sur les principaux résultats, disons, qui sont ressortis au tout début de l'étude, liés à l'enquête notamment, c'est en termes de ressources. Donc là, le schéma est peut-être un petit peu petit, mais vous le verrez très bien dans le cadre de l'étude qui a été d'ailleurs publiée aujourd'hui. Donc vous pourrez y accéder juste après ce webinaire. On voit qu'en termes de priorité technologique, par exemple, ce qui est ressorti dans le cadre des entretiens, dans le cadre des ateliers, mais aussi dans le cadre de l'enquête, il y a une nette majorité de réponses qui demandent un appui, notamment en termes de gestion responsable des données, par exemple, ou aussi lié à l'intelligence artificielle, qui ressort beaucoup. On en parle énormément, mais les gens se sentent assez peu accompagnés, assez peu outillés aujourd'hui, notamment en termes de risque de biais, en termes de risques éthiques que cela peut apporter, puisque ça crée justement des biais d'analyse derrière, et quelles implications, quels impacts ça peut avoir derrière en termes de prise de décision. Donc ça, c'est largement ce qui est ressorti, en termes de contrôle qualité aussi. En revanche, on voit qu'il y a des différences entre ONG locales et nationales, et ONG plutôt internationales. Donc celles-ci, par exemple, ces dernières, ont beaucoup ressorti la partie, ce qu'on appelle RAD, donc tout ce qui est rétention, archivage et destruction, plus en termes de processus, où là, on sent qu'on a besoin de s'outiller. Aujourd'hui, on a tendance à stocker et pas trop se poser la question à quel moment on va détruire les données, ce qui pose aussi des questions en termes de protection de données. Ça, c'est moins ressorti chez des ONG locales ou nationales, qui ont, elles, par contre, beaucoup plus souligné le besoin d'accompagnement en termes de conception d'outils de collecte, mais aussi de base de données, et puis aussi en termes de SIG, donc tout ce qui est production d'outils de cartographie, qui est moins ressorti, par exemple, c'est des ONG internationales. Donc voilà un petit peu pour en très résumé ce qui est ressorti dans le cadre de l'étude en termes purement de résultats liés à l'enquête, et puis après je laisserai mon collègue Martin élaborer sur différents enjeux qu'on a cherché à traiter un petit peu différemment et à élaborer plus en profondeur. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pauline, pour cette première introduction. Et donc, avant de passer au focus thématique, là, vous voyez un petit peu les enjeux prioritaires qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude, avec certains enjeux secondaires. L'idée de cette partie, ça va être de passer un petit peu en revue ces différents focus-là pour rentrer un peu dans le détail et vous donner quelques éléments de compréhension sur ces différents points, qui sont bien sûr détaillés dans le cadre de l'étude. Et donc, premier focus thématique qu'on vous propose, c'est celui qui touche à la structuration du système humanitaire et notamment au risque d'avoir un système qui fonctionne un peu à deux vitesses. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on parle beaucoup de localisation de l'aide, voire de décolonisation de l'aide. Donc, c'est un sujet très très fort et on l'a vu qu'il y a des disparités au sein du secteur entre différents types d'organisations.
Donc la question aujourd'hui que pose cette étude et à laquelle elle essaie d'apporter des réponses, c'est est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'avoir un système un petit peu à deux vitesses sur cette question de la gestion des données programmes? Et donc Martin va nous donner quelques éléments de réponse en lien avec cette question. Merci Charlie. Effectivement, donc on a choisi d'attaquer par cette question qu'on développe au-delà même de la question de localisation sur laquelle je reviens après, parce qu'elle est apparue comme absolument centrale aujourd'hui. Juste faire un petit rappel qu'on avait déjà publié une étude sur le sujet localisation et données en janvier 2024, que je vous invite à aller consulter, à les référencer aussi dans la nouvelle étude, puisque c'est vraiment un peu une forme de focus sur ce sujet-là. Pour chacune de ces questions un peu thématiques, je vais faire un résumé très rapide, donc je vous invite vraiment à aller regarder l'étude, alors qui est assez longue, mais justement parce qu'on a pris le temps de développer tous ces différents aspects thématiques, et s'il y en a qu'un qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait aller le lire. Pour chaque sujet, ça fait 2-3 pages en fait, donc c'est assez rapide, mais bon, mis bout à bout, ça fait plus forcément. Donc sur ce premier sujet, là, je vous ai mis un petit visuel qu'on a fait qui a résumé un peu ces questions de l'écosystème d'acteurs. Mais en fait, au-delà de ça, nous, ce qu'on a visualisé à travers de nombreuses sources et des résultats d'enquête, c'était le risque en fait d'une vraie division entre un système à deux vitesses, avec d'un côté les agences des Nations Unies, quelques grandes OSC internationales, les bailleurs de fonds et un certain nombre d'acteurs, on va dire, gouvernementaux, type Instituts nationaux de statistique des pays du Nord. Donc ça d'un côté. Et de l'autre, en fait, la grande majorité des OSC plutôt locales et des pays du Sud, mais aussi d'un certain nombre de plus petites OSC internationales et du bloc un peu, si je peux dire, gouvernemental, local et national du Sud globalement. Avec un décalage en fait qui se crée sur déjà la capacité à attirer des financements sur le sujet de la donnée, à structurer ces RH, en fait, à attirer des profils de qualité, à les retenir, à traiter les enjeux d'innovation, en fait, type IA et autres, à avoir aussi une forme de rapport de force dans l'écosystème, notamment vis-à-vis des grandes entreprises de technologie, donc ça, on y reviendra, et aussi finalement en termes de rôle vis-à-vis des données. Un point complémentaire, en fait, c'est, et ça va concerner, je pense, un certain nombre de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le risque de glissement des plus petites OSC internationales, en fait, face à la complexité des enjeux technologiques et de redevabilité, qui se retrouvent finalement plutôt dans une posture de faiblesse, si je peux dire, par rapport aux enjeux. Et en fait, ça concerne pas mal d'OSC qu'on pourrait qualifier de moyennes dans le système mondial, et donc en fait, qui sont en France, qu'on qualifierait de grandes OSC, en fait, finalement, dont un certain nombre de nos partenaires exprimaient en fait ce risque finalement de décrocher par rapport aux Nations Unies ou à quelques très très grandes organisations globales. Donc face à ça, effectivement, il y a un enjeu de combattre globalement la fracture numérique, de développer en fait les infrastructures numériques, et on a aussi fait un petit focus sur lequel je ne reviendrai pas en détail sur le rôle des OSC supports comme CartoNG qui permettent justement de parfois pallier à ces divisions. Et je conclurai sur ce sujet juste en mettant en avant un exemple d'une agence qui s'appelle Somalia Public Agenda, qui est une des rares sources qu'on a trouvées venant d'un pays concerné, qui était hyper intéressante et qui décrit de façon ultra limpide en fait la division hiérarchique du travail entre des entreprises, des chercheurs, tous les acteurs locaux à qui on fait juste faire de la collecte de données, et des acteurs internationaux qui conçoivent, supervisent et analysent l'ensemble de ces données qui ne sont pas repartagées localement. C'est un exemple qui est un peu caricatural dans un contexte de crise prolongée comme la Somalie, mais qui est en fait le risque qui nous pend au nez si on ne corrige pas les biais du système aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Et donc en lien avec ce sujet dont on a parlé là juste avant, on peut s'interroger un peu justement sur quel est le lien et l'impact de cette localisation de l'aide dont on parle beaucoup dans le secteur depuis quand même pas mal d'années maintenant, mais qu'on a du mal à voir s'opérationnaliser, sur justement les enjeux de gestion des données, programmes, et donc quel est le lien qu'on peut voir aussi avec la redevabilité envers les populations affectées. Tout à fait. Alors, là, j'ai packagé un peu deux enjeux, celui de la question de la gouvernance et de la localisation et celui de la redevabilité, effectivement. Donc là, je vous ai remis le lien vers cette étude où ce qu'on avait un peu identifié, c'était que finalement, il y avait un enjeu du fait que la localisation, globalement, dans le secteur avance peu et qu'en fait, on a le même sujet sur la question des données avec derrière des questions de gouvernance, d'allocation des ressources, j'en ai déjà un peu parlé, y compris de méthodologie de gestion de projet, en fait, de mode de gestion de projet qui entraîne cette vision très top-down du travail, du choix des outils. Et donc, en fait, ce qui ressort globalement de la littérature et des entretiens sur ce sujet, c'est que les données, en fait, ça peut être à la fois un très bel outil au service de la localisation, à travers des approches participatives, à travers justement plein de nouvelles technologies de redevabilité, ou à l'inverse, ça peut être un outil qui perpétue des oppressions d'origine coloniale, donc comme l'exemple de la Somalie que je viens de donner précédemment.
C'est le premier sujet d'ailleurs qui a été choisi par l'ensemble des répondants, que ce soit des OSC locales ou internationales, donc on en voit l'importance aujourd'hui. Derrière ça, on a la question de l'autonomisation des acteurs locaux, avec un certain nombre de solutions qui sont identifiées, qu'on avait déjà mis dans notre étude précédente, donc je les ai mises là sur la présentation. C'est assez intuitif, c'est globalement le même cadre que la localisation dans son ensemble, mais qu'on applique aux données, sur laisser les acteurs définir le soutien dont ils ont besoin, lutter contre les biais, on en a déjà parlé, des questions d'inclusivité, de participation des communautés, d'un écosystème structuré et d'investir dans les compétences locales. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a quand même une forte diversité des situations. Pour prendre deux exemples un peu contraires, on a par exemple l'Ukraine, qui est un exemple de haute disponibilité des ressources et compétences techniques, où là, effectivement, il y a une approche localisation très développée. Et à l'inverse, on nous a cité des exemples de crises oubliées dans un certain nombre de pays, où en fait le manque de ressources et le manque de compétences locales fait qu'il y a un manque de production de données, et derrière un manque d'allocation de fonds. Donc vous voyez le cercle vicieux qui se développe, en fait, on connaît moins la crise, donc on la finance moins. Tout ça génère évidemment des défis pour les OSC internationales pour soutenir les partenaires locaux, des défis pour les OSC locales d'obtenir en fait des financements et du soutien pour se développer sur l'enjeu de données. Et donc c'est assez connecté à la question évidemment de redevabilité vis-à-vis des communautés. Donc on a toujours cet enjeu que j'ai déjà cité de données qui sont en fait appropriées et sorties du pays, si je peux dire, avec des décisions prises par des acteurs extérieurs. Donc ça impacte forcément les OSC locales, mais aussi les populations en bout du compte qui ne sont pas informées et impliquées. Aujourd'hui, la redevabilité sur la question de la donnée, elle est généralement limitée, et encore dans le meilleur des cas, sur une approche de mécanisme de plainte et de retour d'information, parfois au mieux de partage de résultats, mais jamais dans la conception en fait, des données qu'on collecte. On a une approche, si on peut dire, curative et pas préventive. Et donc c'est important d'être proactif dans l'implication des populations locales, de changer de méthode. On a pris l'exemple des approches orientées changement du F3E qui permettent ce type de changement. Il y a aussi un petit focus sur lequel je ne reviendrai pas, sur le lien entre la transparence, les informations, des informations, et enfin sur le besoin d'incitation financière et de moyens. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ces réflexions, elles traversent toutes les organisations, même d'un point de vue plus global de redevabilité au sens large. Et ça renvoie aussi au standard CHS que j'imagine certains connaissent. Donc le groupe URD est co-auteur de cette norme. On l'a révisée là au cours de l'année précédente. Elle a été lancée en début d'année. Et il y a un focus très très fort qui est fait sur justement l'accès à l'information, puisque l'accès à l'information fait partie d'une des manières d'exercer le pouvoir pour les organisations envers les populations. Et le fait d'avoir accès à l'information ou de ne pas avoir accès à l'information, c'est aussi une traduction de cette inégalité dans les relations de pouvoir qui peuvent exister. Et donc là, l'étude le démontre encore une fois assez bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et du coup, le sujet suivant touche un petit peu à la prise de décision. Alors c'est clair que c'est un constat qu'on a depuis longtemps dans le secteur, hein, c'est pas tout à fait nouveau, et l'étude le montre encore une nouvelle fois que les données généralement sont quand même collectées plutôt pour des raisons de redevabilité, on l'a vu dans les résultats qui avaient été présentés au démarrage, et donc servent pas nécessairement toujours à l'amélioration continue, aux mécanismes de prise de décision. Donc on peut se demander comment faire pour que les organisations soient davantage pilotées par les données et quelles sont les implications du coup en termes de stratégie interne d'acculturation à la gestion des données. Effectivement, donc ça c'est un peu les enjeux suivants que nous ont amenés les ONG. Donc pareil, on a packagé un peu, si je peux dire, deux sujets, donc celui de la prise de décision et celui des stratégies internes. Donc là, on vous a mis un petit visuel en fait qu'on a fait pour l'étude qui permet de résumer un peu tout le travail qu'il y a derrière une visualisation de données type un dashboard, ou ça pourrait être une carte aussi pertinente. Donc je ne vais pas le détailler, mais en fait ça permet de montrer effectivement qu'il y a toute une chaîne de gestion de la donnée qui permet de s'approprier ces outils-là. Et le deuxième graphique qu'on vous a mis, c'est comment les répondants de l'enquête considèrent que le sujet de la donnée est approprié en interne, avec, vous le voyez, un très net progrès aujourd'hui. Donc, on a ce constat effectivement de progrès, mais on a aussi un certain nombre de points de vigilance, puisque, comme on l'a dit, effectivement, on a aujourd'hui, et d'ailleurs il y a des études à assez haut niveau, hein, on cite une enquête au niveau des Nations Unies sur les ODD, qui montre en fait qu'il n'y a pas d'évaluation réelle d'impact sur l'impact que la donnée elle a sur la prise de décision. Et en fait aujourd'hui, de la même façon qu'on avait un petit peu notre risque de monde à deux vitesses, on a aussi un peu deux scénarios, avec un scénario, si je peux dire, un peu catastrophe et un scénario plutôt rêvé, donc évidemment un peu caricaturaux, sur comment ça peut se passer sur cette question de l'utilisation des données pour la prise de décision.
Le premier scénario, qui est malheureusement un peu la tendance qu'on voit aujourd'hui, c'est le risque d'aller vers un monde où en fait, on aura toujours plus de pression pour avoir une collecte purement quantitative de données, avec toujours plus de volume de données, une approche assez bureaucratique en fait des besoins, sans réfléchir aux causes, c'est-à-dire on mesure un besoin au niveau des populations, on décerne ce besoin par la réponse humanitaire et on s'interroge pas plus que ça. Et en fait, face à ça, on aurait une approche qui serait beaucoup plus localisée, qui reposerait sur l'idée que la donnée, en fait, c'est le point de départ d'une discussion, c'est pas quelque chose qui amène une décision automatique, et donc avec forcément le mélange de données quantitatives et qualitatives dont on a déjà parlé. On a quand même quelques exemples en fait positifs de ce type-là. Donc, on citait l'exemple des multi-sector needs assessment qu'on a déjà évoqué, où Translators Without Borders a réussi à intégrer, par exemple, des facteurs de langue dedans sur la logique d'inclusion qu'on évoquait précédemment, et qui a permis justement d'avoir une réponse beaucoup plus ajustée en fait aux besoins des populations et beaucoup plus fine de la compréhension des besoins. Un autre exemple qu'on prend, c'est la construction des normes dans des organisations qui n'ont pas finalement d'injonction bailleur, et c'est assez intéressant de voir comment ils font. Donc notamment Médecins sans frontières, mais finalement on a aussi réalisé que le Humanitarian Data Exchange de OCHA, qui pareil en fait est quelque chose qui se rajoute par-dessus le système et donc n'a pas forcément de pression bailleur préexistante, fonctionnait un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont une approche qui est plutôt incrémentale, où ils se basent sur les données dont les opérationnels ont besoin, et à partir de là, ils essaient de construire des standards en fait en montant petit à petit de niveau, en voyant ce qui fonctionne bien, là où il y a de la qualité, etc. C'est évidemment un peu à rebours de ce qui se fait aujourd'hui, mais ça donne un exemple de comment on pourrait fonctionner. On prend aussi l'exemple de l'action anticipatoire, mais je ne reviendrai pas dessus, vous pourrez le retrouver dans l'étude. Et donc en fait aujourd'hui on a quand même une nette amélioration de la prise en compte de l'enjeu des données avec, vous l'avez vu donc dans le graphique, avec des produits qui sont de plus en plus visibles des décideurs, mais donc ce besoin de comprendre en fait l'intégralité de la chaîne de la donnée, de construire des stratégies en fait et de structurer dans les organisations. Donc ça c'est quelque chose qu'on constate, on a eu pas mal de témoignages dans les organisations moyennes et grandes, mais qui reste encore limité, et avec quand même la petite limite qu'aujourd'hui on est encore beaucoup en réaction. Donc on le voit à travers les différents enjeux thématiques qu'on traite, c'est-à-dire par exemple avec les grosses fuites de données qu'il y a eu ces dernières années, l'enjeu de gestion responsable des données a commencé à être pris en compte. De la même façon, des grosses cyberattaques amènent à une prise en compte du sujet cybersécurité, mais on a un peu l'impression qu'on attend quelque part la crise et le dernier moment pour traiter les problématiques. Et en fait, à l'inverse, pour une prise de décision vraiment basée sur les données, il faudrait une culture partagée des données. Donc là, on vous a mis aussi un autre visuel qu'on a fait pour l'étude qui est basé sur du travail également du Center for Humanitarian Data, qui permet en fait d'avoir une vision, si je peux dire, un peu à 360 de la donnée entre les dirigeants, les équipes programmes, les personnels orientés données. Et en fait, cette culture des données, donc quand on emploie le mot culture des données, c'est notre traduction pour data literacy. Il y a des gens qui disent aussi littératie de données en français, c'est un peu difficile comme terme, mais bon, c'est vrai que culture des données, c'est pas parfait non plus. Donc voilà, c'est vraiment de data literacy dont on parle ici. C'est essentiel en fait pour créer de la collaboration interne, pour les enjeux de redevabilité, mais aussi finalement pour la performance de l'organisation. Par contre, c'est vraiment des chantiers de très long terme en fait pour essayer d'approprier cet enjeu de la donnée à l'échelle de l'ensemble de l'organisation. Et surtout, si je peux me permettre, mais ça ne se fait pas sans le leadership. Et donc, c'est ce que met ici, c'est ce que souligne le schéma, mais la partie dirigeant notamment est essentielle, pas en termes de volume de travail à réaliser, mais plus en termes d'embarquer tout le monde. Parce qu'on parle d'accompagnement au changement, donc comme tout autre chantier finalement, comme quand on parle aussi de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein d'une organisation, où ça a été un gros chantier, et ça l'est toujours en plein d'organisations. S'il n'y a pas un leadership fort sur cette question-là, c'est difficile d'embarquer tout le monde. Et notamment d'avoir une vision assez holistique de tous les outils qu'il faut mettre en place. Et ça doit être décidé à un niveau vraiment leadership. Et c'est ce qui pêche souvent un petit peu, parce qu'on a l'impression que c'est la partie qui est délaissée plutôt aux spécialistes ou aux équipes programmes sur le terrain, etc. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important pour qu'il ce soit gage de succès derrière. Tout à fait. Et j'ajouterais même qu'en fait, cette visualisation, ce schéma avec ce triptyque, il fonctionne très très bien pour tous les enjeux de qualité globalement dans le secteur, où on a besoin d'avoir ces pièces-là qui fonctionnent bien ensemble avec un fort leadership pour porter toutes ces thématiques de qualité en interne, qu'on délègue très souvent, comme tu le dis, à des spécialistes techniques, mais du coup sans portage managérial, sans leadership, sans outils et sans compétences au niveau du terrain, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a vraiment un enjeu global sur tout ça. Ouais. Merci beaucoup pour cet éclairage-là.
Et donc, focus thématique suivant, la question de la gestion responsable des données. Alors, on s'arrête peut-être juste un instant sur ce terme de gestion responsable des données, qui est un terme assez spécifique. Donc, on entend par là la question de la gestion sécurisée, éthique, efficace des données, qu'elles soient personnelles ou non, pour soutenir la réponse opérationnelle. Et comme vous savez, il y a pas mal de dispositions qui ont été prises, de régulations depuis quand même plusieurs années. On parle beaucoup de la RGPD notamment. Donc on se demande un petit peu, est-ce que ce sujet-là, il est toujours d'actualité et pourquoi il est plus que jamais d'actualité et quel est le lien avec la cybersécurité? Ouais, merci Charlie. Effectivement, bon, c'est un peu notre dada, hein. Vous le savez, à CartoNG, la gestion responsable des données. En faisant l'étude, on s'est dit, est-ce que les gens vont avoir l'impression qu'on radote et que le sujet de la gestion responsable, c'est bon, c'est terminé? En fait, nous, notre sentiment, c'est que pas du tout. Il y a eu effectivement beaucoup de progrès, mais en fait, une gestion responsable des données, comme tu l'as dit, c'est vraiment une approche globale aussi. Donc là, c'est un peu le schéma qu'on vous a mis. Et finalement, c'est un peu le fil conducteur. Alors, on l'a mis à travers un focus thématique, mais on le retrouve dans plein d'autres sujets. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est depuis quelques années, il y a eu une prise de conscience de la valeur des données des OSC, qui peuvent être convoitées par à la fois le secteur privé, mais aussi des acteurs hostiles qui peuvent être gouvernementaux, par exemple. Par contre, que c'est encore difficile à prendre en compte, notamment pour les OSC locales, malgré le développement des législations nationales. On a un double enjeu, en fait, avec la démocratisation de l'IA, des nouvelles technologies comme la biométrie, en fait, qui font qu'on a plein d'acteurs privés qui s'intègrent dans le secteur, et ça, j'en reparlerai sur un autre défi, ce qui amène une forme de perte de contrôle des OSC sur leurs données. Et en fait, tous ces enjeux d'évolution, d'innovation, etc., font que la question de la gestion responsable, elle reste en fait en permanence d'actualité et qu'il faut toujours remettre une couche dessus. Et le meilleur exemple de ça, en fait, c'est la question de la cybersécurité, qui est quelque chose, en fait, qui, pareil, qui est ancien, hein, finalement, quand on travaille dans les systèmes d'information, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais en fait, qui a pris une importance hyper forte avec l'évolution technologique et des menaces ces dernières années. Et finalement, quand on interroge les OSC, donc ça, nous, c'était pas une question qu'on avait posée nous, hein, ça venait de travail d'autres organisations. Il y en a plusieurs qui ont trouvé finalement que les OSC sont très pessimistes sur la capacité à résister à des attaques de haut niveau. En fait, on a 70% des OSC sur des études qui pensaient ne pas avoir de résilience face à une attaque majeure type de niveau gouvernemental. Donc en fait, ce volet cybersécurité, il fragilise l'ensemble de la pyramide de la gestion responsable de la donnée. Donc, je ne vais pas revenir dans les détails, mais on fait tout un topo en fait sur cette question de cybersécurité, notamment en s'appuyant sur le travail d'un de nos partenaires qui est le Cyber Peace Institute, qui est spécialisé là-dessus, et je vous invite à aller voir aussi ce qu'ils font, puisque en fait, on a tout un vocabulaire autour des types d'attaques, donc en cyberguerre, mais aussi il y a les enjeux de désinformation, de cybercriminalité, de cybersabotage, d'acteurs malveillants de différents types. Hein. Ça peut être des activistes qui veulent se faire un nom, des groupes criminels qui veulent gagner de l'argent, des groupes étatiques qui sont opposés à la mission des OSC. Et en fait, tous ces différents facteurs, maintenant qu'il y a peut-être 10 ans, on ne voyait que le petit bout, maintenant de la lorgnette, commencent à impacter fortement les OSC, avec une multiplication des attaques, notamment suite à la crise de haut niveau. Des exemples très de haut niveau aussi, type le CICR, NRC, le PNUD, qui ont été attaqués, donc ont donné de la visibilité à ça. D'ailleurs, on peut les remercier pour la transparence parce que tout le monde ne le fait pas. Et aussi tout un enjeu de solutions qui se développe avec, voilà, on cite pas mal de documentation là-dessus, mais qui reboucle en fait beaucoup à la question des bonnes pratiques numériques et donc de la culture des données, en fait, au sein de l'organisation, puisque quelque chose qu'on aime bien dire à CartoNG, c'est qu'en fait, sur cette question-là, vous êtes aussi fort que votre maillon le plus faible de votre chaîne. Si vous avez un staff qui n'est pas formé et qui fait prendre des risques, c'est toute l'organisation qui subit instantanément sur la cybersécurité. Et donc ça reboucle complètement à l'enjeu précédent dont on discutait, d'appropriation au niveau du leadership, pour s'assurer qu'en fait qu'on ait des ressources, des financements à l'échelle de toutes les organisations. Et on refait aussi, on le fait souvent, hein, vous l'aurez compris, un petit clin d'œil aux bailleurs sur ce sujet-là, avec le besoin de financement pérenne et de fonds propres, en fait, puisque c'est la seule possibilité pour créer ce type de postes et de projets qui permettent d'avoir cette acculturation globale sur la question de la cybersécurité. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on passe au sujet suivant, à savoir donc standardisation et partage, environnement légal, durabilité, enjeux numériques. Donc là, il y a beaucoup de choses à aborder. Vous verrez que dans l'étude, ça fait l'objet de plusieurs chapitres.
Et du coup, sur cette question de partage des données, effectivement, bon, c'est un sujet dont on parle aussi beaucoup depuis pas mal de temps. Il y a eu des changements assez importants depuis plusieurs années sur les modalités de partage de données. Il y a eu tout le mouvement des données ouvertes, donc les communautés open data dans les années 2010. On a vu une augmentation du nombre de plateformes de partage, le développement généralisé de communs numériques notamment. Donc voilà, aujourd'hui, quel est le besoin réel en termes de standardisation, de partage des données, et comment faudrait-il faire justement pour mieux partager ces données? Bah, effectivement, donc cette question-là, ça pourrait paraître, c'est un peu comme la gestion responsable, comme problem solved en fait, hein, le partage. Et ce qui est intéressant, et j'en profite pour les remercier, on s'est aussi pas mal appuyé sur un atelier et puis différents travaux de nos pairs du réseau Edge-to-Edge, donc Humanitarian to Humanitarian, donc des ONG support, comme Carte ONG, mais donc il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent sur la donnée, hein, type MapAction, IMAP, Reach, Ground Truth Solutions, etc. Et en fait, étonnamment, quand on leur a demandé, c'est le petit graphique que vous avez en haut à gauche, quelles sont les technologies qui vous paraissent les plus prometteuses pour demain, bah, vous voyez ce qui sort en premier, c'est les standards et les API, donc des outils de partage de données. En fait, beaucoup plus que, alors le machine learning sort aussi, mais que vraiment de l'innovation technologique. On est plutôt sur l'innovation procédurale ou méthodologique, si on peut dire. Donc en fait, il y a toujours cet enjeu-là de créer des outils et des standards qui permettent de partager en lien avec des questions de gouvernance. Donc Carte ONG a beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. On voit que c'est souvent connecté en réalité à des questions de qualité de données également, c'est-à-dire que beaucoup d'organisations ont des réticences à partager parce qu'elles ne sont pas assurées de la qualité des données qu'elles partagent. Donc tout ça reboucle en fait avec les problématiques qu'on avait habituellement. On a un enjeu en fait de créer des standards qui sont relativement low-tech. Et donc là, on peut à nouveau mettre en avant le travail d'OCHA avec le Humanitarian Exchange Language, le HXL, qui permet un peu ce travail d'avoir une approche granulaire, qui permet à la fois une approche locale et globale, avec toujours cette question en fait de la contradiction, et ça rejoint un peu l'enjeu du système à deux niveaux dont je parlais tout à l'heure, entre les bailleurs qui doivent agréger en fait des grands jeux de données pour de la prise de décision au niveau global, pour y compris au niveau des gouvernements, des décideurs de très haut niveau. En fait, donc ils ont eux-mêmes, nos bailleurs, ces contraintes-là, et qui en même temps voient la nécessité d'une forme de déclinaison en lien avec l'opérationnel. Donc ils sont eux-mêmes pris un peu entre deux feux, si on peut dire. Mais on voit aussi, et j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, l'intérêt des approches incrémentales comme le HDX, mais aussi finalement, et c'est un exemple qu'on aime bien reprendre, même s'il est bien connu maintenant, c'est celui d'OpenStreetMap, en fait, qui arrive à créer un standard de données mondial sur une base complètement participative, incrémentale et sans modèle de données de départ. Alors au début, ça faisait un petit peu hurler les professionnels de la donnée, et en fait, rétrospectivement, on voit que ce modèle-là a une puissance extrêmement forte et pourrait peut-être inspirer d'autres approches. Et encore une fois, moi j'ai trouvé ça très chouette de voir que finalement, quelque chose de très institutionnel comme HDX est capable de reprendre finalement un peu ce type de méthodologie. Donc ça, c'était pour le volet un peu standard de données. Et puis après, on le reconnecte à d'autres enjeux derrière, puisque vous avez aussi la question de l'environnement légal. Donc là, je vais aller assez court aussi, même si on l'a plus développé. On est dans un contexte complexe, en fait, avec à la fois l'arrivée de nouvelles normes nationales. Donc le RGPD, évidemment, avait posé un peu un cadre mondial, mais maintenant, il y a de plus en plus de pays qui en développent. Parfois, des contradictions entre législations, par exemple, entre ce qui se passe au niveau de l'ONU et ce qui se passe au niveau des gouvernements. Et il y a toujours, alors on voit une forme de prise de responsabilité des OSC sur leurs données, mais il y a toujours des situations en fait de contrats et financement qui impliquent de donner toutes les données personnelles qu'on collecte, etc. Et ça pose des vrais problèmes. On a cette question de l'influence en fait des bailleurs sur la définition des indicateurs. Donc c'est toujours un peu la même question de pour qui on collecte de la donnée et pourquoi, avec des processus redondants, des bailleurs qui peuvent demander de collecter un peu des données similaires mais pas les mêmes. On a aussi un enjeu que certaines organisations ont cité, même de rattrapage de bailleurs qui n'étaient pas très à l'aise sur l'enjeu de la donnée. Et du coup, c'est très bien parce qu'ils rattrapent, mais par contre, ils recréent à nouveau des nouveaux cadres normatifs. Voilà. Et donc, cette question que j'ai déjà évoquée, que pour les bailleurs aussi, alors oui, effectivement, on en parle beaucoup, mais c'est aussi complexe finalement de concilier l'enjeu de redevabilité au niveau et l'enjeu opérationnel. Donc un exemple qu'on a développé un petit peu de ce type de contradiction et que les OSC françaises connaissent bien, c'est la question de ce qu'on a appelé la conformité excessive, à travers l'exemple du criblage des bénéficiaires. Donc ça a été, finalement, c'est intéressant de voir que le principal bras de fer qu'il y a eu entre les OSC françaises et l'Agence française de développement sur les dernières années, hein, la seule chose, en fait, pour ceux qui ont suivi, qui a amené, par exemple, Coordination Sud à appeler à du boycott de réunions de concertation avec l'AFD, etc., en fait, c'était sur les données.
c'était sur le criblage des bénéficiaires, qui est un enjeu de gestion responsable des données. Donc on voit bien que ça peut impacter le niveau politique au plus haut niveau, si on n'est pas capable en fait de travailler ça. Et ensuite, on continue sur les enjeux en fait finalement de durabilité et d'enjeux numériques plus globaux, avec d'une part les questions de dépendance à la technologie. Donc ça, je ne le développerai pas forcément beaucoup ici, mais de dépendance au système des big tech, des grosses entreprises technologiques. La question de l'enjeu de souveraineté numérique, d'autonomie et d'empreinte environnementale. Et en fait, le fait de toujours questionner les besoins, prendre en compte les questions en fait de coût, long terme, de maintenance, d'impact environnemental quand on propose des solutions. Donc là, c'est le petit graphique que vous avez en bas à droite, où en fait, on a essayé de se dire c'est quoi toutes les composantes d'une donnée durable. Et donc, elle est responsable, ça, on en a déjà parlé. Elle est durable, évidemment. Elle est inclusive, on l'a aussi bien évoqué, mais elle est aussi souveraine au sens que l'organisation a une forme de maîtrise et de souveraineté sur la gestion de ces données. Et en fait, ça, c'est un enjeu qu'on développe assez peu puisqu'on ne parle pas forcément beaucoup des gouvernements dans notre étude. Mais en fait, pour ceux qui sont dans des organisations locales dans plein de pays, vous voyez très bien qu'il y a une forte appropriation des gouvernements sur ce sujet. Et il va bien falloir que les OSC travaillent la question aussi. Et on conclut, donc là je vous ai mis quelques citations que je ne vais pas lire en détail sur la question du lien en fait plus global au numérique et à l'innovation, avec toujours ce risque du technosolutionnisme en fait. Donc ça, c'est une organisation qui s'appelle Access Now qui a fait un papier très intéressant là-dessus que je vous invite à lire, qu'on cite pas mal, sur le fait qu'en fait aujourd'hui on a tendance à vouloir résoudre des problèmes politiques et organisationnels avec la technologie. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut commencer par se poser la question de quel problème on veut résoudre. Donc tout ça, ça peut amener à des impacts en fait de choix technologiques non réfléchis. Vous l'avez sans doute constaté, et personne n'est épargné par ça. On a une forme de grande migration vers Microsoft chez pas mal d'OSC ces dernières années pour des raisons techniques, pratiques. En fait, mais ces choix-là, ils sont pas réfléchis, ils sont pas concertés, ils sont pas en fait pris en compte politiquement. Et j'ai aussi voulu mettre en valeur la citation de droite en fait qui est issue d'une analyse de l'organisation Development Initiative qui nous a beaucoup inspiré aussi, qui fait une étude en fait donc du Global Digital Compact des Nations Unies. Donc là, on est vraiment sur du très haut niveau de politique numérique globale. Et en fait, dans ce cadre-là, ils voient les belles intentions qui sont affichées de inclusivité, de partage entre acteurs privés et publics, etc. Et derrière, ils ont été fouillés un petit peu dans un papier en fait, ce qu'on pourrait appeler concrètement le lobby des GAFAM, donc le Conseil de l'industrie et des technologies de l'information aux États-Unis, qui dit texto en fait qu'il faudrait peut-être arrêter l'aide au développement pour les pays qui ont des politiques de localisation des données, d'outils protectionnistes numériques, parce que en fait, ça va contre les intérêts des entreprises technologiques américaines. Donc là, je me permets d'être un petit peu plus polémique sur le sujet pour dire qu'en fait, finalement, même si les organisations humanitaires, elles ont un petit peu du mal à se poser ces questions-là et aller directement sur l'outil technologique le plus simple, elles vont peut-être se retrouver prises en étau entre des enjeux de gouvernement du Sud qui très légitimement veulent protéger leur écosystème numérique et ces outils internationaux qu'elles utilisent. Et en fait, finalement, on prend l'exemple des pays du Sud, mais c'est exactement la même problématique qu'on va avoir à l'échelon de l'Union européenne, en fait, déjà un peu aujourd'hui. Et on conclut encore sur ces enjeux numériques et de durabilité, sur la question un peu plus globale de l'innovation. Donc, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais on cite une étude d'Alnap qui est très intéressante, qui montre en fait que finalement, aujourd'hui, les ONG, elles ont du mal à passer à l'échelle sur leur propre innovation, ce qui leur permettrait d'ailleurs de se dégager un petit peu, on va dire, des outils des big tech, en fait, et de s'autonomiser, notamment parce que, encore cette question de financement, ils ont fait une revue de plus de 400 projets d'innovation dans le monde, Alnap, qui concerne d'ailleurs beaucoup les données, pas que, mais c'est quand même beaucoup autour des données. Et en fait, 71% des financements sont sur des projets de prototypage, avec quasiment toujours des subventions en dessous de 500 000 $. Et donc, en fait, tout ça ne permet pas le passage à l'échelle qui permettrait de créer des outils autonomes, maîtrisés, durables, dont je parlais jusqu'à présent. Même si c'est la citation que vous avez en bas à gauche, en fait, c'était assez intéressant. Alnap prenait l'exemple du fait que le secteur humanitaire a des budgets d'innovation proportionnellement, dans l'étude qu'il faisait, qui sont inférieurs à celui de l'industrie du papier, par exemple, qui n'est pas forcément un secteur où on imagine qu'il y a énormément d'innovation aujourd'hui. Donc, en fait, malgré ces budgets d'innovation assez microscopiques, on arrive à avoir des belles réalisations, mais c'est finalement une forme de plaidoyer pour également plus investir sur ces investissements organisationnels comme on peut avoir dans le secteur privé pour justement permettre de déployer et développer les solutions de demain qui seront vraiment adaptées à nos enjeux numériques d'aujourd'hui. Merci.
Et en parlant donc de technologie et d'innovation, on en arrive à un sujet essentiel du moment, en tout cas, le sujet de l'IA, qui bouleverse un petit peu les pratiques pour pas mal d'acteurs aujourd'hui. Donc vous avez fait un focus dans l'étude sur cette question de l'IA, et donc tu peux nous en parler un petit peu pour savoir un petit peu quel est l'impact réel aujourd'hui constaté de l'IA dans les pratiques du secteur, et est-ce qu'on va vraiment assister à une révolution des pratiques qui parfois est attendue, plus ou moins justifiée, mais voilà, je te laisse éclairer un peu ce point-là. Ouais, bon, vous l'aurez compris, à Cartology, on aime bien faire un peu les rabat-joie. Donc, effectivement, pas que, non, mais voilà, surtout dans cette étude, parce que l'IA, on en parle énormément, c'est vrai, parce qu'il y a des technologies qui se sont beaucoup développées depuis quelques temps, on pense tous à ChatGPT. En réalité, c'est pas des technologies qui sont si nouvelles que ça, hein. Toutes les méthodes d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel, ce sont des choses qui se développent depuis pas mal d'années. C'est juste qu'on a atteint un peu un niveau de visibilité du grand public et d'accessibilité qui fait que beaucoup de gens s'y intéressent. Donc on a voulu le traiter quand même en détail, même si on veut être un peu raisonnable sur la nature révolutionnaire de ces technologies. Déjà en rappelant en fait finalement que l'IA, on l'a déjà dit, ça dépend de données de qualité. On fait pas de bonne IA si on n'a pas des bonnes données derrière, puisque tous les modèles en fait reposent sur une logique d'apprentissage à partir de données existantes. Donc on met en garde sur un certain nombre de risques, et un des exemples qui, je trouve, qui est assez révélateur, c'est une organisation qui nous a expliqué en fait qu'on leur avait demandé de travailler sur le fait d'extrapoler, grâce à l'IA, des données sur un pays où il était difficile de faire de la collecte de terrain à partir des données statistiques des pays voisins pour évaluer les besoins humanitaires et en termes de développement. Et en fait, bon, eux, ils ont refusé parce qu'ils avaient une éthique là-dessus, mais ça peut être le genre de dérive où en fait finalement demain, quand on n'accédera plus à un terrain, on se dira bon, on va faire tourner un petit modèle de machine learning à partir de données qui existaient dans le pays il y a 20 ans, on les extrapole et on voit ce que ça donne. Et en fait, en termes de méthodo de sciences humaines, on est complètement dans les choux en faisant ça. Un autre point qui est important, c'est de se rappeler que les outils d'IA, généralement, ils renforcent les dynamiques de pouvoir existantes puisqu'ils se basent sur les données existantes. Donc, il y a eu pas mal de travaux sur les notions d'inégalité de genre et d'IA qu'on cite. Voilà, je ne reviendrai pas en détail là-dessus. Et ça vaut sur plein de sujets, hein, sur la question de la langue aussi, évidemment. Donc, au bout du compte, en fait, il faut se rappeler que l'IA, c'est un outil d'aide à la résolution des problèmes. C'est pas une solution miracle. Donc là, on a mis sur la slide un certain nombre de défis de l'IA. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a déjà évoqué un peu les biais dans les données, la dérive des modèles, des erreurs en fait qui sont difficiles à identifier quand on est sur des modèles algorithmiques complexes, toutes les considérations éthiques dont on a déjà parlé, le fait de quand même engager les communautés, y compris quand on fait de l'IA, et de ne pas se couper des populations. Et à l'inverse, un certain nombre de bonnes pratiques en fait qui ont été identifiées par pas mal d'acteurs. Je ne vais pas revenir en détail sur toutes, je vais juste en souligner une, encore une fois en lien avec l'enjeu précédent. On appelle à une forme de vigilance face à toutes les initiatives de pro bono qui nous viennent d'entreprises des big tech ou de l'IA en général qui veulent proposer des services gratuits aux ONG ou aux grandes organisations internationales. Il y avait eu notamment un petit scandale autour du Programme alimentaire mondial et de Palantir, qui est une grosse entreprise de surveillance américaine là-dessus. En fait, il faut bien garder en tête que si ces entreprises vous proposent ces solutions gratuitement dans le secteur humanitaire, c'est pas seulement parce qu'elles sont for good, c'est aussi parce qu'en fait, elles n'ont généralement pas de données d'apprentissage sur les pays du Sud où il n'y a pas du tout le même corpus de données dans le secteur privé ou gouvernemental qu'elles peuvent exploiter pour nourrir leur modèle, et que donc pour développer leur marché dans les pays du Sud, elles ont besoin des données des OSC. Et c'est aussi pour ça qu'elles viennent vous chercher. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de partenariat, ça veut dire qu'il faut garder ça en tête, que la donnée qu'ont les OSC, elle a une valeur, y compris pour ces acteurs privés, et qu'il ne faut pas la donner au premier venu, en fait, parce qu'ils vous proposent une solution technique qui a l'air sympa. Et donc il y a une vraie notion de prise de recul, d'expérimentation, de gestion des risques et en fait de dialogue et de réflexion sur les aspects éthiques de l'IA. Donc, qui aujourd'hui commence à se développer sur des tâches qu'on pourrait qualifier un peu de fastidieuses et répétitives, qui d'ailleurs des fois n'ont pas d'impact sur les données personnelles. Je pense notamment à tout le volet télédétection, où il y a eu des très gros progrès depuis plusieurs années et c'est très intéressant. Donc là-dessus, évidemment, il y a moins de risques à prendre en compte, mais qu'il faut avoir une vraie méfiance quand on va commencer à travailler sur des données plus confidentielles et personnelles. Juste pour compléter, mais pour un point de vue peut-être un peu plus optimiste. Mais par contre, pour faire le lien avec ce qu'on disait au tout début en termes d'évolution de quantité de données, on voit aussi que notamment les données secondaires, c'est ce qui était ressorti dans l'enquête, mais sont assez peu exploitées encore, même encore aujourd'hui.
et qu'avec l'IA, pour le coup, il y a quelques outils qui sont prometteurs, mais sur lesquels on n'a pas du tout de recul, voire qui sont encore en prototype. Et il y a des organisations telles que ACAPS, par exemple, ou Data Friendly Space qui sont en train de développer des outils. Et j'aime bien notamment l'approche, pour en avoir discuté un petit peu avec eux, mais de ACAPS, où ils ont développé un outil qui n'est pas encore complètement sorti, qui s'appelle Sophia, qui vise justement à prédigérer, disons, tout un tas de données secondaires mises à disposition, notamment sur Relief Web. Ça ne remplace pas le travail des data analystes qui travaillent chez ACAPS, ça le simplifie. Et par contre, ils se sont érigés un peu une charte éthique, avant de se lancer dans le développement de cet outil, pour se dire, OK, c'est quoi les prérequis qu'il faut qu'on vérifie? Attention, c'est quoi ce à quoi il faut qu'on fasse attention, quitte à pas justement développer des fonctionnalités très les plus poussées ou les plus sexy du moment, etc. Mais par contre, que ça reste utile, pertinent, et qui est toujours derrière l'humain, disons, qui va vérifier en fait ce qui est produit. Et je trouve que c'est une bonne approche justement d'être plutôt conservateur. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'innover, mais d'avoir justement un peu un code de conduite, disons, sur ces nouvelles technologies pour se dire, ben, on y va, mais on le fait bien et on se pose les bonnes questions pour pas y aller un peu tout feu tout flamme et avoir peut-être un retour de bâton derrière en termes de qualité d'analyse, etc. Comme l'évoquait Martin, parce que derrière, c'est aussi les données qui nourrissent ces modèles-là qu'il faut interroger. Et donc voilà, je vous encourage à aller regarder ces différentes initiatives-là et de s'inspirer aussi de ces réflexions que certains ont déjà. Nous, ça fait partie des réflexions qu'on a aussi à Carto ONG. On est plutôt sur une approche un peu de précaution, disons, mais parce que justement, voilà, on ne veut pas aller un peu trop vite et on ne veut pas justement nuire finalement derrière, sachant que ça fait quand même partie des grands principes humanitaires sur lesquels on est tous attachés. Merci. Et j'ajouterais qu'effectivement, c'est un constat qui est quand même globalement partagé dans la communauté d'acteurs sur les notions de qualité et de redevabilité. On sait aujourd'hui que l'IA est utilisée par énormément de personnes, que ce soit au siège, sur le terrain. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de lutter contre l'utilisation de l'IA, mais de l'encadrer un maximum, d'être un petit peu pragmatique et vigilant sur les utilisations. Et donc, c'est une vraie invitation qui est faite à toutes les organisations d'essayer d'explorer un peu l'utilisation de l'IA qui peut être faite, de poser un peu des lignes rouges, des cadres, des recommandations qui peuvent permettre d'encadrer un petit peu pour éviter des utilisations qui soient dommageables par la suite. Mais voilà, le fait est qu'elle est là, que c'est parfois gratuit, voilà, tout le monde peut l'utiliser, donc faisons-en un bon usage. Merci beaucoup pour tout ça. Donc on arrive au bout des focus thématiques qui étaient proposés. Vous retrouverez tout le détail de ces éléments dans l'étude de manière bien plus détaillée. Et il y en a un peu plus que 6. Là, on a volontairement un petit peu consolidé certains sujets entre eux. Et donc on arrive à la dernière partie de ce webinaire avec une session de questions-réponses. Donc là, on ouvre complètement la parole à tous les participants, les participantes. Si vous avez des questions que vous souhaitiez les poser soit à l'oral ou bien à l'écrit dans le chat, n'hésitez pas, puisqu'on a encore un peu de temps pour y répondre. Surtout Martin et Pauline. Et peut-être juste pour démarrer la session de questions-réponses, et j'imagine qu'il y a des personnes qui vont réagir par la suite, mais il y a des choses dont on n'a pas parlé là en détail, notamment des petits focus qui sont faits dans le cadre de l'étude. Et il y en a un qui est proposé sur l'utilisation des données dans tout ce qui est action anticipatoire. Est-ce que, Martin, tu peux nous en dire un mot, puisque c'est quand même un enjeu, j'imagine, assez important sur ce genre d'intervention. Effectivement, c'est le focus qu'on avait intégré dans la partie plutôt sur la prise de décision basée sur les données, parce que ça nous semblait un exemple un peu modèle de comment on pouvait faire de la bonne prise de décision basée sur les données, puisque la logique, vous le savez, de l'action anticipatoire, c'est en gros de définir des modèles avec des triggers, donc des moments où en fait une action doit se déclencher en fonction de certains indicateurs. Donc type, voilà, on va avoir telle problématique de montée des eaux et on va prédéclencher en fait une réponse humanitaire sans attendre en fait que la crise ait lieu. Donc c'est une philosophie générale de l'action anticipatoire qui est hyper connectée à la question des données.
Et quand c'est bien conçu, et on commence à avoir un certain nombre de case studies, hein, je vous invite à aller voir le réseau, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'action anticipatoire. Anticipatory Hub. Voilà, Anticipatory Hub, qui présente un certain nombre d'exemples. Et en fait, on voit bien justement comment on peut définir de façon assez concrète et localisée les triggers, les données qu'on suit et la réponse en fait en amont de la crise qui permet après, il commence à y avoir un petit peu des études d'impact, des vraies économies. Alors évidemment, une meilleure aide apportée aux populations, mais aussi des économies en fait pour le système humanitaire en général. Et de ce point de vue-là, par contre, la petite vigilance qu'on met, c'est sur la co-conception en fait justement de ces triggers et du modèle avec les communautés. Encore une fois, hein, toujours la notion de redevabilité. Et d'ailleurs, on travaille là-dessus sur un projet à CartoNG actuellement. Donc, on espère que c'est cette dimension-là qui va se développer. Merci. Et donc, je relais une question qu'on a reçue dans le chat, à savoir quel est l'outil IA qu'on pourrait tester pour la collecte et l'analyse de données secondaires, et est-ce qu'il y a des outils qui sont peut-être plus pertinents en fonction de certaines zones ou thématiques de collecte de données? On nous donne l'exemple, par exemple, des données de santé en Afrique, mais éventuellement pour d'autres types de données. Alors effectivement, on vous a parlé un peu de données d'outils pour l'analyse des données secondaires. On en a repéré 3. Donc le premier, c'est deep.io, qui est un peu le plus gros. C'est un consortium qui rassemble les Nations Unies, la FICR et différentes ONG support. Pauline a mentionné Sophia de ACAPS, qui je crois est plutôt destinée à l'interne pour l'instant d'ACAPS. Ça sera partagé, mais par contre, c'est encore un prototype pour le moment. Ouais. Ce ne sera pas avant l'année prochaine, dans le meilleur des cas. Et le troisième, il s'appelle Ganet. Donc, vous avez les liens dans l'étude GA2NET de Data Friendly Space, qui est également en cours de développement. Donc, a priori, le seul qui est mature pour du test aujourd'hui, c'est Deep, à ma connaissance, mais on les a assez peu testés, pour être transparent de notre côté pour l'instant. Et ils ne sont pas orientés d'un point de vue sectoriel, donc ils ne sont pas du tout, par exemple, spécifiques liés à la santé, encore moins sur une zone donnée. Ils sont plutôt, je dirais par exemple, pour tout ce qui est need assessment un peu classique, sans que ce soit péjoratif du tout, mais plutôt multisectoriel justement pour nourrir l'analyse des différents acteurs sur telle ou telle réponse. Donc c'est pas forcément centré sur un seul secteur et qui a plus vocation justement à nourrir des analyses basées sur différentes données secondaires qu'on trouve déjà aujourd'hui par exemple sur ReliefWeb, mais ça prémâche ce travail-là qui peut être assez long et fastidieux. Des spécifiques liés à la santé, on n'en a pas en tête, mais c'est quelque chose qu'on explore, donc quoi qu'il en soit, on pourra essayer de revenir vers vous lors d'un post de blog aussi là-dessus pour essayer d'être un peu plus spécifique. Et après, en fait, la complexité, c'est que vous allez avoir des outils vraiment orientés IA, comme ceux qu'on vient de présenter, qui justement sont sur une logique de machine learning à partir de vastes jeux de données, de compilation, etc. Mais vous allez aussi avoir des outils métiers qui vont commencer à intégrer des composants d'IA. Et donc là, on est face à une diversité de panels d'outils qui dépasse un peu ce qui est capable de suivre CartoNG, hein, très clairement. Ou si demain, tel outil que vous utilisez sur, je sais pas, de la collecte de données en santé, en épidémio, etc. J'ai pas regardé, mais je suis sûr que des outils comme des HIS2 ou tout comme ça, d'ici quelques années, ils auront des modules qui intégreront l'IA, qui permettront effectivement peut-être de faciliter le partage entre organisations, etc. Clairement, nous, au niveau de CartoNG, on ne suivra pas tout ça. Par contre, effectivement, l'idée, c'est d'encourager les échanges sectoriels aussi à ce sujet. Et si demain, vous avez... Alors moi, je ne connais pas tous les espaces d'échange qu'il y a entre OSC sur tel ou tel sujet, mais dans des communautés de pratique santé ou assainissement, n'hésitez pas à faire un petit focus. Et en fait, même... si demain vous organisez un petit webinaire ou que sais-je là-dessus avec vos collègues, on peut venir faire un petit coucou à CartoNG, donner un peu de cadrage sur les enjeux de l'IA, et après vous en discutez aussi sur les spécificités de votre métier, en fait, qu'on ne maîtrise pas forcément nous. Et une autre question sur l'IA, justement, dans quelle mesure ces outils sont confidentiels? Alors j'entends peut-être par confidentiel le fait qu'ils soient liés à des abonnements, est-ce qu'ils sont publics, est-ce qu'on peut y accéder, est-ce qu'il faut payer? Est-ce que vous avez exploré un peu cette question-là? Alors c'est une très bonne question, mais sur laquelle c'est un peu dur d'apporter une réponse générale aussi, et c'est vraiment un des enjeux sur lesquels on appelle à votre vigilance sur cette question de confidentialité des données. Ça va dépendre en fait de la politique
des termes de service en fait de chacun des outils, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on l'IA, c'est un peu une jungle aussi pour les OSC aujourd'hui, parce qu'en fait en fonction de si vous utilisez le module IA qui est connecté sur votre système de gestion de données actuel, donc qui respecte la même politique de confidentialité, il n'y a pas de question. Après, est-ce que vous vous êtes posé ces questions déjà sur votre système de gestion de données au départ? Par exemple, si vous êtes, je reprends un peu l'exemple, hein, désolé, mais sur une infrastructure Microsoft, est-ce que vous êtes questionné sur les implications du Cloud Act qui implique que voilà, un certain nombre d'agences américaines peuvent aller fouiller assez facilement dans vos données? Là-dessus, l'IA ne fait que rajouter une couche de facilité en fait, de traitement et d'accès, mais c'est ces politiques d'accès à la donnée au départ qui sont problématiques. Et après, c'est pareil, en fait, sur les outils d'analyse, il y a à la fois une grande variété et aujourd'hui, clairement, au niveau de CartoNG, on n'a pas fait de benchmark, en fait, hein, d'outils IA pour l'analyse. Je pense qu'il faudra qu'on s'y penche d'ici quelques temps. Mais je ne suis pas en mesure de vous donner des recommandations. Je vois qu'il y a dans l'assistante ce Christophe Rodier qui est notre collègue CartoNG, qui est un peu le monsieur IA dans CartoNG. Donc si tu veux compléter, Christophe, n'hésite pas parce que c'est plutôt lui qui a écrit cette partie de l'étude en fait. Merci Martin. Moi, peut-être juste pour compléter, sur quels outils sont disponibles, en fait, on vous encourage disons, à jouer la prudence. Et partir du principe que si vous envoyez des données sur un service cloud, vous ne savez pas où est-ce qu'elles arrivent. Donc, en termes de confidentialité, c'est délicat. Donc, on vous encourage à peut-être d'abord commencer par des outils qui fonctionnent en local, que vous pouvez télécharger sur un ordinateur à petite échelle et tester dans un environnement que vous contrôlez. Mais en tout cas, tout passe par... excusez-moi. Tout passe par tester et expérimenter à petite échelle avec peu de conséquences qui peuvent être assez néfastes au tout début, tant que vous vous familiarisez avec ces outils. Et j'ajoute une question complémentaire là-dessus. Il y a une idée, mais peut-être fausse du coup, qui consiste à dire que le fait d'avoir recours à des licences payantes, à des logiciels pour lesquels on va avoir un abonnement, etc., en quelque sorte garantit un peu une meilleure sécurisation des données. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré? Est-ce que vous avez pu l'explorer un petit peu dans le cadre de l'étude ou pas vraiment? Alors c'est une bonne question. Je dirais que ça reste quand même du cas par cas. Cela étant, c'est un peu le point de vigilance que je faisais là sur toutes les conditions pro bono et compagnie d'entreprises des technologies sur lesquelles on appelle à la plus grande vigilance. Donc effectivement, quand vous êtes dans un cadre contractuel payant, c'est souvent un petit peu plus clair, en fait, justement, quels sont les termes et obligations du service auquel vous recourez. Après, ça va dépendre de chaque entreprise. Nous, de manière générale, c'est qu'on appelle souvent à essayer au maximum de viser des solutions. Alors, il ne faut pas être trop, j'allais dire, dans notre petit village de l'humanitaire, mais c'est vrai que souvent, les solutions conçues pour le secteur, elles offrent des garanties plus importantes, en fait, puisqu'elles sont gérées, voilà, quand je prenais l'exemple de Deep tout à l'heure, c'est géré avec OCHA, avec des structures comme ça, qui ont intégré les impératifs de ne pas nuire et compagnie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec le secteur privé, mais il y a quand même une vigilance à avoir là-dessus, et c'est vrai que les solutions un peu sectorielles, elles ont cet avantage-là. Pour faire aussi un petit peu de pub, je dirais qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre... Alors, on va me dire, vous êtes peut-être un peu chauvin de l'Union européenne, mais on a quand même un certain nombre de solutions plutôt souveraines développées au sein de l'Union européenne à partir de logiciels libres, notamment au niveau gouvernementaux, français, allemands, etc., qui sont assez peu utilisés aujourd'hui dans l'humanitaire, donc on ne les a pas totalement creusés, hein, pour être clair aujourd'hui, mais qui, je pense, vont permettre de fournir une alternative plus sécurisée et plus respectueuse de la vie privée que ce qui peut se faire au niveau des GAFAM. Ce qui peut d'ailleurs, l'objectif, c'est pas d'être anti-GAFAM, hein, ça va peut-être les amener à s'améliorer eux-mêmes, justement, sur le volet gestion responsable des données, puisqu'on voit très bien que souvent, c'est comme ça que ça marche. S'ils ont une concurrence, en fait, qui est mieux disante en termes de sécurité, ce qui est un peu la dynamique, par exemple, que fait Apple au sein des GAFAM, ça tire les autres vers le haut. Donc, c'est important d'avoir cette concurrence-là. C'est des dynamiques qu'on a pu avoir par le passé, par exemple, aussi sur l'open data, en fait, finalement, où l'apparition d'OpenStreetMap a fait un grand chamboule-tout sur la position, que ce soit des grandes entreprises ou des instituts nationaux géographiques dans plein de pays. Et donc, on espère, en fait, que l'apparition de cette concurrence-là, si je peux dire, plus éthique, plus vigilante, entraînera aussi des changements de pratiques dans le secteur privé. Et donc, ce qui est compliqué, je pense, pour les OSC aujourd'hui, c'est d'être, j'allais dire, un peu prescripteur là-dessus.
parce que en fait, vous êtes, on le dit en long, en large et en travers dans l'étude, hein, vous êtes avec des moyens limités face à une multiplicité de défis, face à des injonctions opérationnelles hyper fortes qui sont votre priorité, hein, avec une mission sociale qui reste le cœur du travail d'une ONG. Et on vous demande, si je peux dire, presque un peu de faire la fine bouche sur les outils techniques à utiliser en allant sur des choses éthiques, etc. Et on sait que c'est pas évident. Et en même temps, ça nous paraît important de remettre des couches là-dessus régulièrement sur le fait que, attention, si on ne fait pas attention collectivement en tant que secteur, on va se retrouver entraîné dans des dynamiques qu'on ne maîtrisera plus demain et on ne sera plus en capacité de maîtriser nos données et nos enjeux numériques en général. Donc c'est aussi un peu un appel, et ça on le met dans les recommandations, sur notamment nos têtes de réseau. Donc je pense au réseau d'OSC type Coordination Sud en France, il y en a dans un peu tous les pays, ou dans les réseaux sectoriels, justement, j'en parlais tout à l'heure, pour s'emparer de ces sujets-là aussi, puisqu'on sait que seul, c'est un peu compliqué, mais collectivement, on est capable de faire plus. Et j'ai cité tout à l'heure la question du criblage, où en fait, les OSC françaises, via Coordination Sud, elles ont été jusqu'au Conseil d'État, qui est donc en France le tribunal suprême administratif, pour faire casser les directives de criblage de l'Agence française de développement. Donc c'est jamais agréable de se confronter comme ça avec un bailleur, et tout le monde s'en serait bien passé, puisque l'AFD, à part ça, est un bailleur qui finance cette étude et avec qui toutes les OSC françaises s'entendent très bien. Mais de temps en temps, il faut savoir un peu montrer les muscles sur ces sujets-là collectivement pour montrer qu'on veut rester cohérent à l'approche, ne pas nuire. Merci beaucoup. Du coup, peut-être un point moi, qui m'a un peu interrogé. Donc, on a parlé tout à l'heure de la multiplication du volume de données, donc une multiplication par 40 entre 2013 et 2025 avec des ordres de grandeur qui, moi, me parlent pas du tout. Là, on parle de quantité de volume qui sont difficilement représentables. Et du coup, en lien avec cette gestion durable des données, etc., on sait qu'aujourd'hui, le stockage des données représente un coût environnemental, une empreinte environnementale très très importante, et on s'oriente plutôt vers une augmentation du volume de données qu'une diminution du volume de données. Je me demandais comment vous voyez un peu la trajectoire et comment on pourrait éventuellement arriver à réduire un peu ce volume de données et intégrer aussi dans nos processus de gestion des moyens de, à un moment donné, détruire de la donnée pour minimiser justement cet impact environnemental et être sur une gestion durable au global des données qu'on gère. C'est important que tu le montres. Effectivement, ça rejoint aussi finalement les préoccupations des personnes qui ont répondu à l'enquête, qui montrent qu'il y a un besoin d'accompagnement justement sur ce sujet-là qu'on appelle le RAD, donc qui est rétention, archivage, destruction. Et que finalement, aujourd'hui, il y a assez peu de processus au sein des organisations, y compris d'ailleurs des grosses structures, et pas que au niveau d'ONG de plus petite taille, qu'elles soient d'ailleurs internationales ou locales ou nationales. Et ça, c'est un sujet que les gens commencent à se saisir, dont ils commencent à se saisir, parce qu'il y a un trou dans la raquette un petit peu là-dessus. Et il faut accompagner, il faut que les ONG justement se saisissent du sujet, parce que ça répond à différents enjeux. Tu parles de la question de l'empreinte environnementale, il y a la question aussi de la question il y a la question de la protection des données. Et donc, plus on garde longtemps les données sans forcément de vraies politiques d'archivage, d'accès, parce qu'en fait, on peut très bien se dire, cette donnée-là, j'en ai besoin pour des raisons légales pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 10 ans. Pour autant, j'ai pas besoin que toutes les personnes qui ont accès à cette donnée-là la première année continuent d'y avoir accès, par exemple, dès la 2e ou dès la 3e année. Et à quel moment je dois détruire cette donnée et la détruire durablement. Et ça, il faut avoir un vrai plan au début, quand on collecte, en fait, de la même manière qu'on a des plans d'analyse avant de commencer la collecte et après, évidemment, la partie analyse des données. Il faut qu'on ait un plan aussi sur telle ou telle donnée, de se dire comment elle va être stockée, comment elle va être accessible et par qui, et à quel moment je dois la détruire. Et ça, c'est vraiment important de se poser ces questions-là, parce qu'on a tous ce travers-là. Même nous, il faut qu'on balaye à notre porte à carte ONG. Souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais on a tendance tous à stocker des données, à se dire au cas où, je vais la garder parce que j'en ai peut-être besoin plus tard, etc. La réalité, si on s'interroge tous collectivement et individuellement, c'est que finalement, on ne les utilise pas, voire très très peu. Et donc, en fait, on n'en a pas besoin. Donc, en fait, ça fait partie quand on dit aussi, dès l'étape de la collecte, il ne faut pas collecter des données dont on n'a pas réellement besoin et lutter contre l'info-obésité.
c'est aussi derrière de se dire à quel moment je les détruis. Sur la partie impact environnemental, c'est particulièrement important de se poser la question parce que des outils, notamment des technologies comme l'intelligence artificielle, ont un impact environnemental très fort. Et donc, si on ne s'interroge pas justement sur ces outils-là, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça a une vraie plus-value? Et est-ce que juste on joue un peu la carte du gadget? Je provoque volontairement, mais on risque aussi de gonfler de manière exponentielle notre impact environnemental. Et là, on voit qu'il y a quand même un peu une tendance de fond de beaucoup d'ONG aujourd'hui, et c'est très salutaire. Et l'URD, justement, est un peu le fer de lance aussi au niveau notamment francophone, d'accompagner les ONG à réduire leur empreinte environnementale. Ça doit aussi se questionner sur la partie digitale et la partie numérique. Et même si aujourd'hui, c'est pas forcément là où l'empreinte environnementale est la plus forte, on est encore sur les achats, sur le transport. C'est ça qui représente la plus grosse part de l'empreinte environnementale des ONG. Par contre, en termes d'évolution et d'augmentation, c'est là où ça prend le plus de poids. Et donc, il faut dès maintenant, avant que ça prenne des proportions qu'on ne maîtrise plus, se poser la question sur les bonnes pratiques. Et c'est important, effectivement, sur la question de la destruction, parce que ça commence par ça, par le nettoyage, une pratique très basique, hein, mais de nettoyer nos mails, etc. Ça pompe aussi de l'énergie et c'est important aussi effectivement de réduire notre empreinte à ce niveau-là et de bien réfléchir aux outils pour pas juste aller sur du gadget entre guillemets, mais que ça ait une vraie plus-value parce que derrière, le côté néfaste entre guillemets, c'est aussi l'empreinte carbone. Je pense que j'ai assez de répondre à une ou deux questions supplémentaires. J'en aurais plus, mais... Encore quelques minutes à tenir. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, je vois qu'il est 12h23, donc on va peut-être aller vers la conclusion. Très bien. Et donc, pour la conclusion, prochaines étapes, donc, je vais vous faire un point très très rapide sur les recommandations. Donc, je vous incite à aller les lire. Hein. Là, je les ai un peu regroupées. En fait, on a fait en catégorie, donc un peu pour le système humanitaire dans son ensemble, pour les OSC, pour les têtes de réseau, pour les bailleurs et pour les OSC support, donc les ONG. Et donc, vous laissez fermer les micros. Hop, parfait, merci. Et donc, quelques grandes idées qui, après, sont déclinées pour chacun de ces acteurs. Bon, il y a la question, évidemment, de l'approche locale des données. Ça, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de central. La question de la structuration de la branche professionnelle, de l'intégration entre les opérations, les données, de la culture des données, on l'a évoqué en long, en large et en travers. Le fait de garder une réflexion critique et collective, ça, j'ai bien insisté là-dessus, d'avoir une exploration responsable des nouvelles technologies. Encore une fois, j'insiste sur le volet collectif, à travers notamment les réseaux d'OSC. Le fait de financer les ressources et la formation, mais aussi les compétences locales, les écosystèmes de données au niveau local. Donc, ça veut dire, finalement, pour que des OSC fonctionnent, est-ce qu'il ne faut pas aussi que les instituts nationaux de statistiques fonctionnent dans un pays? Donc, vous voyez, il y a tout un enjeu d'écosystème derrière. Donc, là, il y a un appel aux bailleurs, évidemment. Il y a aussi une notion de plaidoyer à notre niveau pour appeler à ce financement des données, puisque quand on fait de plaidoyer générique, on ne traite pas forcément ça. La question de la proactivité dans la redevabilité aux populations que j'ai évoquée tout à l'heure. La question de construire des relations équilibrées avec les entreprises de technologie. Donc ça se décline à tous les niveaux et il y a aussi une responsabilité assez forte des bailleurs et des têtes de réseau pour accompagner les ONG pour pas qu'elles soient seules là-dessus. Et le dernier petit point un peu bonus qui est la question de se poser la question de l'impact de ce qu'on fait autour des données. Ce qui rejoint, en fait, c'est assez transverse, c'est un peu tous les enjeux qu'on a évoqués parce que avant de mettre en place des processus de données qui sont complexes, qui font prendre des risques en termes de gestion de protection des données, qui ont un impact environnemental, il faut se poser la question de est-ce que ça sert à quelque chose, en fait, finalement, ces données. Et ça, on le fait encore trop peu dans le secteur. Et donc, pour conclure de façon un peu plus générale, alors certes, ce qu'on vous a présenté peut paraître un peu effrayant, mais ce qui était bien, c'est qu'on avait posé la question dans l'enquête si, en fait, finalement, nos répondants, ils pensaient que les OSC, ils étaient prêts à s'attaquer à ces enjeux dans les 3 prochaines années. Et en fait, en 2020, c'était la même question. Hein. On en avait 0 qui disait complètement et 6% qui disaient en grande partie. Et aujourd'hui, on était à quasiment la moitié qui disait complètement ou en grande partie. Donc, ça veut dire que les OSC, elles voient l'ampleur du défi, la hauteur de la marche, si je peux dire, mais elles pensent qu'elles sont capables de les aborder. Et ce qui était intéressant, c'est que les OSC locales étaient encore plus optimistes que les OSC internationales. Alors ça, on n'avait pas de questions qualitatives là-dessus pour creuser, ça serait intéressant de le savoir. Peut-être qu'elles ont interprété ça aussi comme
je prends en compte ces enjeux dans ma politique et pas seulement je suis capable d'y répondre. Peut-être que c'est aussi parce que finalement elles sont optimistes sur la capacité du secteur en général et donc aussi des données à rebondir. Donc vigilance évidemment sur ces technologies qui vont vite. Important de garder le regard éthique et responsable qu'on a dans toutes nos pratiques. On le dit souvent, c'est l'approche ne pas nuire en fait qui touche tout le secteur, mais aussi une forme en fait d'enthousiasme collectif pour affronter tout cela. Et donc, et ça va faire la conclusion, CartoNG essaie d'être au service du secteur à notre modeste échelle pour tout ça. Du coup, juste pour finaliser, mais comme je vous le disais au tout début, cette étude, elle fait partie d'un projet financé par l'Agence française de développement. Donc Martin rebondissait sur le criblage, mais on est quand même bien content et encore une fois, la collaboration avec l'AFD se passe très bien et grâce à l'AFD, justement, on a pu conduire cette étude, mais aussi développer tout un tas de ressources. Et dans le cadre de ce projet, il y a d'autres activités qui vont avoir lieu et qui vont dans ce sens-là aussi de l'accompagnement et de la structuration du secteur. Il y aura notamment une formation avec Bioforce à Dakar qui sera organisée à destination d'ONG internationales et d'ONG nationales, donc sénégalaises là en l'occurrence, début 2025. Il y a, je pense, la communication qui a déjà commencé autour de cette activité-là. On continue, et c'est un travail de toute façon de longue haleine et qui continue évidemment tout au long du projet, qui ira, je l'espère, au-delà du projet de toute façon, qui est d'améliorer et d'alimenter le coin apprentissage du learning du centre de ressources, et donc à travers différentes boîtes à outils. Donc très prochainement, il y en aura une sur le genre et données. Donc ça fait écho aussi avec ce qu'on disait au tout début de l'étude sur les biais potentiels, sur la qualité des données, et notamment le fait que il peut y avoir des biais notamment de genre sur certaines données, notamment dès l'étape de la collecte. Donc ça, on reviendra dessus. Et puis, il y aura une boîte à outils où là, la date de publication est un peu plus floue, mais ce sera courant 2025, probablement plutôt au cours du premier semestre, sur notamment Power BI, donc un peu plus technique cette fois-ci, puisque ça fait partie des outils plébiscités aujourd'hui par pas mal d'acteurs et qui sont encore assez peu accompagnés, par exemple, sur la prise en main. Et puis, on a un cycle de webinaires qui est déjà en cours d'ailleurs. Je vous invite à regarder justement sur les différents réseaux sociaux. CartoNG a déjà lancé les inscriptions. Il y a déjà un premier d'ailleurs webinaire qui a eu lieu en septembre et qui revient sur différents sujets, notamment que ce soit des outils de collecte, sur l'analyse, etc., sur le cycle de la donnée. Donc voilà, sur des thématiques assez chères à CartoNG, sur lesquelles on revient assez régulièrement pour que le secteur au global puisse se renforcer. Donc voilà, et puis de toute façon sur notre newsletter qui est liée au projet encore une fois, donc si vous souhaitez vous y abonner, vous pourrez avoir toutes les nouvelles, que ce soit en termes de production d'outils. J'ai noté aussi ce besoin de benchmark sur différents outils liés à l'intelligence artificielle. Ça sera intéressant effectivement qu'on se penche dessus. Donc voilà, tout ça sera renseigné lors de la prochaine newsletter et des suivantes. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas à les partager par mail. Et puis, vous connaissez un petit peu les modalités pour contacter CartoNG. Et surtout, n'hésitez pas à parcourir l'étude et à faire des retours sur la lecture de ce document. Merci beaucoup à toi aussi, Charlie, pour l'animation et au groupe URD pour le soutien constant à CartoNG sur ce travail. Avec grand plaisir. Et la relecture de cette étude. Bonne lecture à tous. Justement, l'étude a été publiée ce matin, donc elle est toute fraîche. Vous avez eu un condensé aujourd'hui. Et puis, si vous avez un peu de patience et le goût de la lecture, je vous invite à la lire en totalité. Très bien. Et n'hésitez pas aussi à lire seulement certains focus qui vous intéressent. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.